Je suis helléniste, donc je connaissais l'histoire de Delphes et je savais qu'il y avait un trésor un peu énigmatique dont il ne restait que la base et qui a été consacré par les Marseillais. Quand on dit le trésor des Marseillais, il n'y a personne qui est au courant qu'il existe un petit monument que l'on appelle trésor, un temple en réduction, et qui donc était finalement un coffre-fort, un peu une caverne d'Ali Baba. On dit que le trésor des Massaliettes à Delphes contenait un trépied en or de 200 kilos. Marseille, effectivement, s'est développée très fortement dans tout le courant du VIe siècle, et donc comme remerciement peut-être de ce développement, de cette prospérité, a pu consacrer ce trésor assez remarquable à Delphes. Regardez ce qu'ils disent exactement dans la publication. Bon, évidemment, il nous manque la base de la colonne, une partie de la base. Ouais, non, parce que celle qui reposait, il nous manque la partie qui reposait. Inférieure de la base. Éventuellement, la seule chose qu'on verrait, c'est un travail un peu différent dans ce secteur-là. Si on restitue l'Ante ici. À l'époque, c'était des bâtiments qui ont quand même qui parlaient aux gens, c'est-à-dire que les gens qui visitaient, enfin qui venaient disons en pèlerinage à Delphes ou alors qui fréquentaient le sanctuaire, évidemment avaient un rapport de compréhension. Ils savaient de qui est-ce qui avait offert ce bâtiment, pour quelles raisons, à quelle occasion. Tout ça, c'est des choses qu'aujourd'hui on ignore. Effectivement, c'est le problème de la situation au moment de la fouille par rapport à la et présentation actuelle. là, voilà, il y a quand même Là, il y a des écarts, oui, ça a bougé un petit peu. Puis là, je sais pas, ça a été cassé. J'ai été frappé par l'état de conservation quand même relativement satisfaisant de la partie inférieure du bâtiment et la très grande qualité du travail, donc en particulier des moulures. La plupart des pièces qui sont attribuées avec certitude au trésor des Marseillais se trouvaient entre ce bâtiment et celui qu'on appelle la Tholos, le bâtiment circulaire qui est vraiment le plus beau bâtiment de Marmaria. Le principe de la restitution, c'est de partir d'un relevé de l'existant pour disposer d'une base métrique précise de ce qui reste sur le terrain. On utilisera les travaux des historiens et des archéologues pour restituer, je veux dire, les parties manquantes. La restitution 3D va nous permettre de mieux comprendre, de mieux comprendre la façon dont un trésor s'organisait très concrètement, spatialement, évidemment l'édifice, l'architecture, mais également toutes les sculptures, tout le décor qui le composait. Et là, l'outil 3D, quelles que soient les techniques d'acquisition, par les résultats qu'il permet, les expérimentations, est tout à fait excitant. Le modèle 3D du trésor des Marseillais, il va exister numériquement dans des ordinateurs. On va reconstituer la géométrie générale du monument. On va intégrer au niveau de sa frise, donc de la partie supérieure, un décor théorique dans lequel on va insérer les quelques éléments qui ont été numérisés à part, issus des réserves ou du musée de Delphes, et intégrés de façon hypothétique dans les emplacements que les historiens considèrent comme plausibles. On a quand même une idée de la largeur.
La réserve, telle qu'on a essayé de la concevoir, c'est pas seulement un dépôt d'objets et de sculptures, mais ça doit être aussi un espace de travail et d'études dans de meilleures conditions de conservation et plus facile d'accès pour les chercheurs. Un énorme truc, c'est bizarre. Alors qu'il n'est pas très gros lui-même. C'est justement l'un des indices qui prouve qu'on a affaire plutôt à une sculpture de fronton. Là c'est quand même très rare. Hein. C'est vraiment lié au dispositif de scellement de la tête rapportée et du bras droit. Voilà, on est à 200 grammes. Là, en l'état, on l'avait déjà, c'est vite eux qu'on cherche. Alors non, il est là, il est là. Il est là. Il est là. Et c'est le... Non, c'est lui. Lequel manque alors? Donc ça, c'est le E, c'est le petit. Ou c'est le A? Non, ça c'est le A. Ne jamais perdre de vue l'arrière-plan historique dans lequel ces frises ont été sculptées, dans lesquels ce trésor a été édifié, d'une part, et d'autre part, par l'étude des fragments les plus infimes et les plus insignifiants parfois, par l'étude des vestiges éventuels de couleurs qui restent visibles ou non à la surface, essayer de comprendre au mieux, d'apporter ma pièce justement à la résolution de ce puzzle. Des morceaux, donc il y a des morceaux qui proviennent de ce trésor qui ont été aussi trouvés plus haut, mais c'était des morceaux réemployés. Et là, si vous descendez un peu la photo, il y a le problème, à mon avis, si on veut voir les envoyer de c'est normal. C'est une réalité, ça. Parce que, voilà. Et en plus, la tête, c'est la réalité. Oui, voilà, non, Alors moi j'adore ce genre de réunion parce que on croise à des champs de compétences qui sont divers. Donc il y avait effectivement donc, des archéologues, bien sûr, c'est les premiers concernés, des architectes, des historiens de l'art, des gens qui sont plutôt spécialisés sur l'infographie. Donc toute une série de spécialistes qui ont chacun leur regard, leur compréhension, leur vision. Et ce qu'on fait dans une réunion comme ça, c'est chacun apporte, je dirais, sa pierre ou son caillou à l'édifice, ce qu'il sait, et le met en perspective vis-à-vis de ce que les autres ont comme eux-mêmes, soit comme information, soit comme hypothèse de compréhension. Elles arrivent comme ça. C'est ça. Donc elles se posent plutôt. Les images produites seront nécessairement le fruit d'un dialogue avec les architectes qui modéliseront le trésor. Alors là c'est aussi un échange d'égal à égal. Il n'y a pas un prestataire de service et puis l'expert de l'autre. C'est le seul moyen pour moi actuellement en archéologie d'avancer parce que les problématiques du coup sont nouvelles, les résultats peuvent être originaux. Ce dialogue est extrêmement fructueux. Et moi je l'attends avec impatience. Et je sais qu'il sera fructueux parce que sur le terrain déjà on a pu en discuter. Alors c'est d'autant plus important, la numérisation 3D, je dirais, dans le cadre de l'Antiquité. Pourquoi ? On est à peu près sûr aujourd'hui que l'architecture de l'Antiquité ne se faisait pas comme l'architecture d'aujourd'hui, au travers de dessins, de plans. On est presque sûr qu'ils travaillaient avec des maquettes. Donc les édifices étaient directement conçus en 3 dimensions. Finalement, l'outil 3D, c'est une maquette virtuelle, transformable, qu'on peut sans cesse retoucher, améliorer, valider. Et si on n'avait pas l'outil 3D, je pense qu'on passerait 10 ans au lieu de 6 mois à résoudre ces questions. Donc moi, ce qui m'intéresse bien, c'est de comprendre du coup cette partie-là, parce qu'en fait là, moi, je croyais que c'était la 12e cuisse. Après là, tu as Keaton, je suppose. Ouais. Mais à l'arrière, là, c'est l'arrière, c'est contre le mur. Plat. Là, ça, c'est plat. Donc c'est. Enfin, non, le plat, il est là. Voilà, donc le plat, il continue plus. Donc là, ça va vraiment en augmentant, si tu veux. Incroyable. Malheureusement, la partie là, c'est celle qui a été posée. Le plat du pied, comme là, ça. Il est comme ça. Ah, moins qu'il est cassé, mais... Alors, les petits pieds disent énormément de choses, voilà. Même quand ils sont fragmentaires, parce qu'ils donnent une idée très intéressante de la position du personnage, éventuellement, de son sexe, éventuellement, et de l'action représentée.
Et selon la façon dont il repose sur le sol, eh bien, on est assuré qu'on a affaire soit à une figure statique, ou au contraire une figure dynamique, engagée dans un mouvement qui peut être un mouvement violent. S'il a son pied posé sur cette S'il a jambe, son pied posé sur la jambe qui est couchée, oui, il faut que la jambe droite elle passe elle devant. passe devant pour qu'il puisse avoir la place d'avoir Le son pied posé. Et ça me Donc, semble c'est plausible comme, avec la 3D. Comme l'exemple des jeans que je t'ai montré. Que je regardais juste avant là. Est-ce que tu as le pied vraiment derrière la cuisse? Ouais, il est derrière la cuisse. Effectivement. On a la poésie que l'on mérite, mais celle des pieds et des éclats, et finalement en vaut bien une autre, me semble-t-il. Donc finalement on a défini qu'il y avait 2 scènes différentes, une amazonomachie et une gigantomachie, parce qu'au départ j'avais tout mis en une, finalement. Donc voilà, donc ça voudrait dire qu'il faudrait les insérer sur des façades différentes du fronton. Les Grecs, à la différence des Romains, ils représentent toujours des scènes mythologiques. Ils utilisent les scènes de combat contre les Amazones, contre les géants ou contre les centaures, donc on n'a que des scènes mythologiques. Et apparemment, à cette époque-là, il ne peut pas y avoir de Grecs qui meurent dans une amazonomachie. Il n'y a que des Amazones qui meurent. Et du coup, si celui-là il est en train de mourir, c'est forcément contre un dieu. C'est forcément qu'il y avait une autre scène. D'accord. Et comme il y a pas mal de gigantomachies... Mais est-ce qu'on... Bon, je ne sais pas s'il est identifié. Il me semble qu'on l'a identifié comme Arès. Est-ce que c'est sûr? Ces scènes, quand elles sont représentées, sont des scènes extrêmement violentes, qui sont construites selon des règles très précises par ailleurs, d'opposition des personnages, de combinaisons. L'archéologie, c'est surtout un champ d'hypothèses. On a quelques indices. Ces indices, il faut bien les mettre à leur place. Il ne faut pas ni les surinterpréter, ni ne pas les voir. Oui, c'est étonnant. Soit ça, c'est une bouche et ça, une moustache, mais on ne voit pas trop. Soit du traitement. Mais peut-être que les dents étaient peintes. Hein. Oui, c'est possible. Possible. Parce qu'on voit que là, les yeux ont l'air assez sommés, mais... Moi, je verrais plutôt la lèvre retroussée. Oui. Oui. C'est le Enfin, rictus, si on tient compte que de la forme. le rictus de la mort. Si c'est une Amazone, bon, c'est normal. La bouche ouverte, par exemple, à mon avis, ça indique cette situation de personnage mort ou mourant. Et donc là, je crois qu'on aurait eu du mal à comprendre ça si on n'avait pas sorti les objets directement. Il y a toute une série de petits détails comme ça qui nous sont apparus grâce à ça. Tourner autour d'une œuvre originale, ça reste un frisson. Quand on peut la regarder sous tous les côtés, quand on peut même la toucher, essayer de l'orienter dans l'espace, les manier avec les mains, avant de pouvoir de nouveau les utiliser de manière numérique dans un deuxième temps, c'est une expérience exceptionnelle, vraiment.
C'est pas possible qu'il y ait quelque chose. Parce que moi j'aimerais bien qu'il y soit, parce que sinon, comme figure de femme, on n'a rien quoi. Or, c'est censé être un combat d'Amazon contre Vega. Voilà. C'était pas facile en fait de partir de rien, on n'avait que quelques fragments et il fallait au contraire donner le volume de tout le reste des corps, et c'est là qu'on a discuté donc avec Léonard qui est infographiste, et donc il a fabriqué ce mannequin et ensuite on pouvait le contorsionner pour lui donner toutes les positions de nos personnages et vérifier que les fragments puissent fonctionner ensemble. La restitution du trésor des Marseillais est un challenge. Il faut aussi imaginer que ces édifices étaient colorés. C'est quelque chose qui a du mal effectivement à être accepté du grand public, et même de certains scientifiques. C'était une offrande, donc il fallait montrer quand même beaucoup la richesse. Donc c'était des décors de toute façon assez clinquants, encore une fois difficiles à imaginer pour nous qui avons l'habitude de voir la sculpture et l'architecture grecque en blanc. Sur le Parthénon, par exemple, on sait très bien que c'était coloré, ça choque, mais c'est comme ça. Voilà. Ouais, c'est très sombre. Et sans doute la couleur du bronze, lorsqu'il n'est pas altéré, c'est-à-dire éclat. Donc liseré rouge. Là, on est dans une zone de concrétion, mais on a encore le dessin effectivement de l'ourlet, de la bordure du. De la bordure. La bordure du. Sur plusieurs. Ouais. Qui donne cours. Ouais. Alors on a vu notamment des traces de liseré sur des vêtements, sur des cuirasses, des traces de couleur aussi sur les chevelures. Donc ça a l'air tout plat, en réalité c'était polychrome et c'est en plus avec des motifs géométriques extrêmement sophistiqués. Un méandre. Ça c'est bien, ça c'est très bien. Le cratère en calice qui est derrière, il est bien. Les cratères à anse à volute, c'est du 80 cm, 1 mètre. Hein. Un cratère c'est haut comme ça. Hein. Attends, fais voir. Ah, c'est des fiales en alliage cuivreux. Alors par contre, si tu fais la section de ça, je peux te faire... Oui, parce que tu n'as pas le volume. Les fiales, elles sont comme ça en fait. Avec un col, avec une lèvre là qui prolonge le col, et avec un corps de vase comme ça, tu vois, en calotte de sphère, et souvent à l'intérieur, tu as un ombilique, tu vois. D'accord. Ça, c'est vraiment le Proche-Orient antique, hein. C'est le vase à boire, et il n'y a pas d'anse. À la différence des coupes des Grecs, ce ne sont pas des vases à anse.